Je te maudis, toi et ta stupide start-up. J'espère qu'ils te rejetteront. Je veux que tu échoues enfin et que tu reviennes à la vie normale. Les mots d'Abba m'ont frappé comme un coup de poing, son visage déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Et c'était censé être mon dîner d'anniversaire. Je restais figé, une flûte de champagne à la main, tandis que ma femme, avec qui j'étais depuis 6 ans, quittait la salle à manger en trombe, laissant derrière elle l'odeur de son parfum hors de prix et l'écho de ce qui semblait être une condamnation à mort pour tout ce que j'avais construit. Le gâteau d'anniversaire, avec ses bougies éteintes, trônait pathétiquement sur la table, se moquant de ce qui aurait dû être une fête. Par la fenêtre ouverte, j'entendais le moteur de sa voiture rugir dans notre allée. Elle était vraiment en train de partir. Joyeux anniversaire. Je m'appelle Marc Delaney, jusqu'à il y a une trentaine de secondes, je pensais vivre le rêve américain. PDG et fondateur de Neuroc, une start-up qui promettait de révolutionner l'intégration de l'intelligence artificielle au quotidien des entreprises. Nous étions à 7 jours du plus grand pitch de ma vie. Une dernière présentation devant une salle remplie de capital risqueurs qui pouvaient soit nous propulser dans la stratosphère, soit nous précipiter vers la faillite. Et ma femme, ma supposée partenaire dans cette aventure, venait de souhaiter mon échec. J'ai vidé le reste de champagne d'un trait et me suis penché sur la bouteille. Inutile de gâcher du bon d'homme Perrin, surtout quand c'était peut-être la dernière bouteille onéreuse que nous pouvions nous offrir avant un moment. L'ironie ne m'a pas échappé. Eva avait fait des folies avec cette bouteille avant que notre dispute n'éclate, à l'époque où cette soirée était encore censée être spéciale. Nous nous sommes rencontrés à Stanford il y a 8 ans. Je terminais mon doctorat en informatique, déjà obsédé par mes premières idées pour Neuroc. Eva était en 2e année de droit, brillante et ambitieuse, avec le projet de rejoindre l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de la Silicon Valley. Elle avait cette façon d'entrer dans une pièce qui faisait passer tout le reste au second plan. Grande, avec des yeux verts perçants et une assurance magnétique. Lors d'une pendaison de crémaillère chez une amie commune, elle m'a entendu expliquer mes recherches à un homme à l'air ennuyeux qui aurait visiblement préféré être ailleurs. Ça a l'air fascinant, a-t-elle dit, se glissant dans la conversation, un verre de vin à la main. Mais comment protégeriez-vous la propriété intellectuelle? Le cadre réglementaire de l'IA est un véritable champ de mine en ce moment. Je me souviens avoir été stupéfait que quelqu'un comprenne les implications de mon travail. La plupart des gens avaient le regard vide lorsque je parlais de réseaux neuronaux et d'algorithmes d'apprentissage automatique, mais pas Eva. Elle posait des questions pointues qui me mettaient au défi et me faisaient réfléchir à mes idées sous un angle nouveau. Nous avons fini par discuter jusqu'à 3 heures du matin, bien après la fin de la fête. L'hôte nous a trouvés assis en tailleur sur le sol de sa cuisine, entourés de bouteilles de bière vides, toujours en train de débattre des implications éthiques des algorithmes prédictifs dans le domaine de la santé. Je dessinais des schémas sur des serviettes en papier tandis qu'Eva perçait des trous dans ma logique avec la précision d'un chirurgien. Tu devrais venir travailler pour moi quand je lancerai mon entreprise, ai-je lâché vers 2h30 du matin. Elle a ri, un rire qui m'a fait palpiter la poitrine. Je ne travaille pas pour les gens, a déclaré Delaney. Je suis partenaire avec eux. Et de toute façon, il faudrait que tu m'invites à dîner. Notre premier rendez-vous a eu lieu 2 jours plus tard dans un petit restaurant italien de Palo Alto. Ava est arrivée dans une robe noire toute simple qui m'a asséché la bouche. Nous avons discuté pendant des heures, à peine touchés à notre nourriture. Au dessert, j'imaginais déjà un avenir avec elle. Quel est ton objectif avec cette entreprise d'IA que tu veux créer, a-t-elle demandé par-dessus Thieu. Changer le monde, je suis un patron, ai-je dit sans hésiter. Créer une technologie qui transforme le fonctionnement des entreprises. Rendre l'intelligence artificielle accessible aux entreprises qui n'ont pas les moyens de construire leur propre système de toutes pièces. Et le véritable objectif, a-t-elle insisté, les yeux légèrement plissés. La stratégie de sortie. Je me suis penché en avant. Introduction en bourse dans les 7 ans, un montant à 9 chiffres minimum. La plupart des femmes auraient levé les yeux au ciel ou auraient changé de sujet. Eva souriait comme un prédateur qui vient de repérer une proie. J'aime les hommes qui ont un plan, dit-elle en me prenant la main par-dessus la table. Ambitieux, mais pas impossible. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Ava a été mon pilier pendant les débuts de Neuroc. Elle a examiné tous nos contrats, m'a mis en contact avec son réseau de clients professionnels et a cru en ma vision alors qu'elle n'était que discours ambitieux et schémas sur tableau blanc. Nous formions une équipe. Son expertise juridique et mes connaissances techniques, le couple idéal de la Silicon Valley.
Je me souviens du soir où j'ai décroché notre premier investissement majeur, un tour de table de 2 millions de dollars auprès d'un business angel local. Je suis rentré dans notre petit appartement, tout juste sorti de notre budget, tout en lançant l'entreprise avec une bouteille de champagne, et j'ai trouvé Eva entourée de papiers à notre table à manger. On a compris, ai-je annoncé en brandissant la bouteille. 2 millions de dollars pour construire le prototype. Elle s'est levée d'un bond et m'a serré dans ses bras. Je n'ai jamais douté de toi une seconde, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit, elle a tracé des motifs sur ma poitrine et m'a dit, ce n'est que le début. Tu sais, 2 millions, c'est bien, mais c'est le prochain tour qui va vraiment nous faire gagner ou nous faire perdre. Nous, ai-je taquiné en l'embrassant sur le front. Bien sûr que nous, a-t-elle répondu avec conviction. Tes rêves sont les miens maintenant, Marc. Nous construisons cet empire ensemble. C'est de cette Eva dont je suis tombé amoureux. La femme qui croyait en moi sans réserve, qui voyait ma vision aussi clairement que moi, la femme qui comprenait que les startups exigeaient des sacrifices et des risques, mais qui ne se demandait jamais si le jeu en valait la chandelle. Mais c'était avant les nuits blanches, avant le deuxième prêt hypothécaire sur notre maison de Palo Alto, avant que je doive lui demander de reporter la naissance de nos enfants, juste jusqu'à ce que nous obtenions ce prochain tour de financement, avant que les disputes sur la sécurité financière ne prennent le pas sur les discussions passionnées sur la transformation du monde par la technologie. La première faille sérieuse est apparue il y a environ 2 ans, juste après notre tour de financement de série A. Le financement était inférieur à nos espoirs, 8 dollars. 1 million sur les 12 millions que nous visions. Nous étions assis dans notre jardin à faire la fête avec des plats à emporter, des sushis et du saké. Quand Eva a dit quelque chose qui aurait dû être un signal d'alarme, elle a suggéré, peut-être devrions-nous envisager de faire appel à un investisseur stratégique, a-t-elle rechargé sa chaussette. Quelqu'un qui pourrait nous acquérir si les choses ne se développent pas aussi vite que nous l'espérons. Une acquisition n'est pas prévue, ai-je répondu, surpris. Nous avons toujours parlé d'aller jusqu'à la propriété intellectuelle. Les plans changent, a-t-elle dit d'un ton décontracté, mais le regard sérieux. 8 millions nous permettront à peine de tenir 18 mois à notre rythme d'épuisement actuel. Que se passera-t-il si nous n'atteignons pas nos objectifs pour la série B? Nous y parviendrons, lui ai-je assuré. Le prototype dépasse tous nos objectifs. Une fois que nous l'aurons entre les mains de nos clients bêta, les indicateurs de croissance parleront d'eux-mêmes. Elle a pris une longue gorgée de saké. Et s'ils n'y arrivent pas, ils le feront, ai-je répété plus fermement cette fois. J'ai tout misé là-dessus, Eva. C'est ce qui m'inquiète, murmura-t-elle si bas que je faillis ne pas l'entendre. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. Eva s'était de plus en plus distante ces derniers mois. Son poste prestigieux dans un cabinet d'avocats constituait notre seul revenu stable, et je sentais bien que la pression pesait sur elle. Elle avait commencé à faire des commentaires sur ses collègues, leurs primes prévisibles et leurs plans de retraite, sur son ami de fac qui avait rejoint un géant de la technologie stable au lieu de se lancer dans des rêves irréalisables. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle souhaiterait mon échec. Pas le jour de mon anniversaire, pas alors que nous avions tout écrit pour la présentation de la semaine suivante. La dispute avait commencé assez anodine. Nous nous préparions pour mon dîner d'anniversaire, une soirée rare compte tenu de notre situation financière. Ava était rentrée avec le champagne coûteux et un petit coffret cadeau qui reposait maintenant fermé sur notre table basse. Le compte Jensen est prometteur, dis-je en ajustant ma cravate devant le miroir de la chambre. Daniel pense qu'il pourrait être l'investisseur principal de ce tour de table. Eva mettait des boucles d'oreilles sur sa coiffeuse. C'est ce que Daniel a dit à propos d'eux. Westlake Group a annoncé son intention de se retirer au dernier trimestre, et ils se sont retirés à la dernière minute. C'est différent, ai-je insisté. Jensen a un portefeuille rempli d'entreprises d'IA. Ils comprennent ce que nous construisons. Elle a fredonné d'un ton évasif. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé en me tournant vers Facé. Ça veut dire que j'ai déjà entendu ça, Marc. Cet investisseur a compris. Ce client est le candidat idéal. Ce tour de table va nous propulser au sommet. C'est toujours à portée de main, mais on n'arrive jamais à franchir le pas, j'ai senti ma mâchoire se serrer. C'est comme ça que fonctionnent les startups. Vous savez qu'on construit quelque chose de révolutionnaire, pas une simple amélioration progressive d'une technologie existante. Et en attendant, on vit de mon salaire et de mon prêt immobilier, a-t-elle dit en appliquant du rouge à lèvres d'une main ferme qui dissimulait la tension dans sa voix.
Savez-vous que Margaret et Paul viennent d'acheter une maison de vacances à Tao? La prime de Paul l'année dernière était supérieure à ce que nous avons nous-mêmes payé chez Neuroch en 4 ans. Vous nous comparez sérieusement à Margaret et Paul en ce moment? Le couple le plus ennuyeux de la Silicon Valley. Ils travaillent 60 heures par semaine à créer des feuilles de calcul pour Google. Bon sang, il a aussi un plan d'épargne retraite qui n'empêche pas sa femme de dormir, rétorqua-t-elle en masquant son rouge à lèvres d'un geste décisif. Je ne savais pas que tu étais devenu aussi matérialiste, dis-je, un coup bas que je regrettais aussitôt. Ava se leva, les yeux lançant des éclairs dangereux. Matérialiste. C'est à ça que tu penses? Maison de vacances et compte retraite. C'est toi qui parles de la prime de Paul et de la résidence secondaire de Margaret. Je parle de stabilité, Marc. De ne plus avoir à vérifier notre solde bancaire avant de faire les courses. De pouvoir penser à fonder une famille sans se demander si on pourra se payer des couches. Et c'est là que ça a dégénéré. Soudain, on ne parlait plus de Jensen ni de Paul et Margaret. On remontait 4 ans de frustrations enfouies, déterrant tous les compromis et sacrifices consentis au service de Neuratech. Tu m'avais promis après le tour de table que nous allions commencer à essayer d'avoir un bébé, accusa-t-elle, les larmes menaçant de ruiner son maquillage soigné. Avant, c'était après la saison A. Maintenant, c'est la saison B. Quand est-ce que ça se termine? Quand on y arrivera, criai-je en retour. Quand tous ces sacrifices porteront leurs fruits. Crois-tu que j'apprécie de mettre nos vies entre parenthèses? Crois-tu que j'apprécie de te demander d'attendre? Je fais ça pour nous. Non, tu le fais pour toi, dit-elle d'une voix soudain calme et terriblement sérieuse. Pour ton ego, pour ton obsession. Ça ne nous concernait plus depuis longtemps. C'est là que j'ai commis mon erreur fatale. Si tu croyais vraiment en moi, en nous, tu ne parlerais pas comme ça une semaine avant la présentation la plus importante de ma carrière. J'ai vu son visage se transformer, quelque chose se briser derrière ses yeux. Tu veux savoir ce que je crois vraiment, Marc? Je crois que tu vas continuer à poursuivre ce rêve jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de notre mariage. Jusqu'à ce que nous soyons fauchés et amers, et trop pleins de ressentiment pour nous rappeler pourquoi nous sommes tombés amoureux. Eva commença, mais me coupa la parole. Je te maudis, toi et ta stupide start-up. J'espère qu'ils te rejetteront. Je veux que tu échoues enfin et que tu reviennes à la vie normale. Et puis elle disparut. Le claquement de sa portière marqua sa sortie. Maintenant, assise seule avec mon champagne et mon gâteau d'anniversaire non coupé, je me sentais vide. Le pire, ce n'était pas seulement ces mots. C'était la peur qu'elle ait raison. Et si je poursuivais un rêve impossible? Et si la présentation de la semaine prochaine se terminait par un rejet et qu'il ne nous restait que des dettes et des promesses non tenues? Je me servis un généreux scotch et m'assis dans notre salon sombre à parcourir la présentation. Et je m'y préparais depuis des semaines. Les prévisions financières, les maquettes brillantes, les projections de croissance ambitieuses. Tout me parut soudain creux. Eva avait-elle raison? Étais-je en train de poursuivre un fantasme en risquant tout ce que nous avions construit ensemble? Mon téléphone vibra, un SMS d'elle m'envoya. Je reste chez Sarah ce soir, j'ai besoin d'espace. Sarah était sa colocataire à l'université et elle avait toujours pensé que je tirais Eva vers le bas. Super. Elle passerait sans doute la soirée à énumérer tous les échecs que j'avais rencontrés en tant que mari et soutien de famille. Je me suis retrouvé à ouvrir le cadeau qu'Eva avait rapporté plus tôt. Dans la petite boîte se trouvait une montre de poche ancienne avec une inscription au dos pour Marc. Le temps est notre bien le plus précieux. Dépense-le intelligemment. Oh, mon amour, Eva. L'ironie était presque insupportable. Elle préparait ce magnifique cadeau attentionné pendant que j'étais obsédé par les diapositives de présentation et les questions des investisseurs. Quand avais-je cessé de prêter attention à tout cela? Quand la start-up avait-elle tout accaparé? J'ai travaillé toute la nuit, alimenté par la colère et le scotch, à déchiqueter la présentation dont j'étais si fier quelques heures plus tôt. Au matin, j'avais les yeux injectés de sang, mais mon esprit était plus clair que depuis des mois. La malédiction d'Eva m'avait forcé à affronter quelque chose que j'évitais. Mon argumentaire était tout en soleil et en arc-en-ciel, sans aucune reconnaissance des risques bien réels auxquels nous étions confrontés. Alors que le soleil se levait sur la Silicon Valley, j'avais entrevu les contours de quelque chose de complètement différent, d'honnête, de vraiment réussi. Le lendemain matin,
j'ai convoqué une réunion d'urgence avec ma petite équipe. Nous avions 6 jours pour repenser complètement notre approche du pitch aux investisseurs. Mon directeur technique, Daniel, est arrivé le premier à notre modeste bureau, un entrepôt reconverti dans un quartier en plein essor de San Francisco, que nous avions loué à prix réduit car le quartier était encore en pleine mutation. Il m'a jeté un coup d'œil et a grimacé. Dure nuit. On peut dire ça, ai-je répondu en lui servant une tasse de café de notre vieille machine. Eva et moi avons eu une grosse dispute. Daniel était avec moi depuis le début, ayant abandonné son doctorat pour rejoindre Neuroc comme mon premier employé. Il connaissait bien Eva. Ils avaient passé d'innombrables soirées à débattre des implications juridiques et éthiques de notre technologie, autour de dîners à emporter dans notre salon. À propos de l'entreprise, a-t-il demandé, même si son expression laissait entendre qu'il connaissait déjà la réponse. À propos de tout, ai-je soupiré. Elle pense que je suis obsédé par Neuroc, plus importante que notre mariage. Et elle n'a peut-être pas tort. Avant que Daniel puisse répondre, le reste de l'équipe est arrivé, Eden, notre développeur principal, et Priya, notre génie UX. Ils étaient tous les deux avec moi depuis presque le début, acceptant des salaires minimes en échange d'actions. On change tout, ai-je annoncé à mes collègues déconcertés une fois installés dans la salle de conférence. En fait, juste un coin de l'entrepôt avec une table d'occasion et des chaises dépareillées. Comment ça, tout, a demandé Priya, les sourcils froncés. Le pitch est dans 6 jours. On le peaufine depuis des semaines. Mais on a peaufiné le mauvais pitch, ai-je expliqué en projetant mon nouveau plan, créé à la hâte. On dit aux investisseurs ce qu'ils veulent entendre, selon nous. Des projections de croissance qui partent du principe que tout se déroule parfaitement. Des taux d'adoption technologique basés sur les meilleurs scénarios. Une pénétration du marché qui ignore les concurrents potentiels. C'est ce que tout le monde fait, a souligné Eden. C'est le jeu. Et c'est un jeu auquel on va arrêter de jouer, ai-je dit fermement. On va leur offrir quelque chose qu'ils ne verront jamais. Une honnêteté radicale. Marc, as-tu perdu la tête? Ça vient de Priya, toujours la plus directe de notre équipe. Tu veux aller à une réunion de capital risque et leur expliquer toutes les raisons pour lesquelles on pourrait échouer? Pas seulement les raisons pour lesquelles on pourrait échouer, ai-je précisé, mais comment on compte survivre même si c'est le cas. J'ajoute une toute nouvelle section intitulée « Antifragilité ». Comment survivre si tout va mal? Il pensait que j'étais en pleine dépression. Peut-être, mais plus j'expliquais ma vision, plus il commençait à y voir le génie potentiel. À la fin de notre séance marathon de 10 heures, même les sceptiques étaient prudemment convaincus. Ce sera soit le succès le plus spectaculaire, soit l'échec le plus spectaculaire de l'histoire des pitchs de start-up, a déclaré Daniel à la fin de la séance. Dans tous les cas, ce sera spectaculaire. C'est alors que Priya a posé la question qui avait plané toute la journée. Est-ce à propos de l'entreprise, Marc, ou d'Eva? J'ai envisagé de dévier la question, mais ces personnes avaient trop sacrifié pour que Neuroc mérite moins que de l'honnêteté. Les deux, ai-je admis. Eva pense que je suis obsédé par le succès à tout prix. Elle a peut-être raison. Mais si le chemin vers le succès n'était pas celui que nous pensions? Et s'il s'agissait de reconnaître nos vulnérabilités au lieu de les cacher? Eva n'est pas rentrée ce soir-là ni le lendemain. Ses messages étaient brefs et froids. Besoin de plus de temps. Travaille tard. Ne m'attends pas, je me suis lancé dans la refonte de ma présentation avec une intensité qui même moi, j'étais surpris. Soit je canalisais ma douleur pour quelque chose de productif, soit je m'apitoyais sur mon sort. La veille de notre 3e jour de préparation, je me suis retrouvé dans un bar du centre-ville, sirotant un whisky en regardant de vieilles photos sur mon téléphone. Des photos d'Eva et moi à des moments plus heureux, randonnée dans le comté de Maran, mariage d'amis, célébration d'événements marquants pour l'entreprise. Sur chaque photo, elle me regardait avec une telle fierté, une telle conviction. Quand cela avait-il changé? Quand la conviction s'était-elle transformée en ressentiment, Marc Delaney? Je pensais que c'était toi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Jason Chen, PDG de Rivaltech, l'un de nos principaux concurrents dans le domaine de l'IA. Son entreprise avait adopté une approche différente de la nôtre, se concentrant sur des applications spécifiques à des secteurs spécifiques plutôt que sur notre plateforme plus complète. Ils avaient obtenu 40 millions de dollars de financement. L'année dernière alors que nous étions encore sur nos gardes. Jason, ai-je reconnu avec une pointe de méfiance.
La Silicon Valley était un petit monde et les nouvelles circulaient vite. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était d'entendre des rumeurs selon lesquelles le PDG de Neurock buvait seul, l'air malheureux, quelques jours avant une importante levée de fonds. « Je peux me joindre à vous » demanda-t-il, déjà. Je me suis glissé sur le siège en face de moi. Boire seul est mauvais pour l'écosystème. Ça rend les investisseurs en capital risque nerveux. J'ai réussi à articuler un rire sec. Je ne voudrais pas ça. Il a fait signe au barman de me servir 2 autres exemplaires de ce que je prenais. J'ai entendu dire que tu pitchais à Méridian la semaine prochaine. Bien sûr qu'il était au courant. Rien ne reste secret bien longtemps dans notre monde. Le mot se répand, ai-je dit sans engager la conversation. Salle difficile, a-t-il commenté. Blackwell est un casse-couille. Il a démoli mon premier pitch il y a 3 ans. Mais tu as finalement obtenu ton financement, ai-je souligné à la 3e tentative, a-t-il admis, me surprenant par sa franchise. Après avoir cessé de leur parler de notre potentiel de croissance et commencé à me concentrer sur notre proposition de valeur fondamentale, je l'ai observé avec curiosité. Jason Chen était censé être l'ennemi, un PDG rival en compétition pour les mêmes fonds d'investissement et les mêmes parts de marché. Mais dans ce bar faiblement éclairé, il ressemblait davantage à un camarade de combat dans les tranchées des startups. « Puis-je vous donner un conseil non sollicité » a-t-il demandé après que nos boissons soient arrivées. « Ai-je le choix » ai-je répondu. Riley. Il sourit. Ils vont te poser des questions sur nous, sur Rivaltech, sur ce qui différencie ta plateforme de la nôtre, puisque nous sommes déjà bien implantés sur le marché. Je suis au courant, dis-je en sirotant une gorgée de whisky. Notre analyse de la concurrence était approfondie et nous avions des points de différenciation clairs. Ne les leur fais pas croire, dit-il simplement. Ne fais pas semblant de ne pas être bon dans ce que nous faisons, car ils savent que nous le sommes. Ils ont vu nos chiffres. Dis-leur plutôt précisément en quoi tu es différent et pourquoi c'est important. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi m'aides-tu? Il haussa les épaules. Parce que le marché est suffisamment vaste pour nous deux si nous résolvons des problèmes différents. Et parce que tu ressembles à ce que j'ai ressenti il y a 3 ans, lorsque mon mariage battait de l'aile à cause de mon entreprise. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Comment as-tu fait? Le regard scrutateur, l'alliance que tu tripotes sans cesse, le fait que tu sois ici au lieu d'être à la maison un mercredi soir, énuméra-t-il. J'y suis allé. J'ai failli tout perdre. Que s'est-il passé? J'ai trouvé. Je me demandais. Nous sommes allés chez un conseiller. J'ai embauché un directeur des opérations pour gérer les opérations, ce qui me permettait de quitter le bureau avant minuit de temps en temps. Nous avons eu un enfant. Il a sorti son téléphone et m'a montré la photo d'un bambin souriant. La meilleure chose que j'ai jamais faite, et cela n'avait rien à voir avec la valorisation de mon entreprise. Il s'est levé pour partir, déposant quelques billets sur le bar. Bonne chance la semaine prochaine, Marc, pour le pitch et pour ce qui se passe à la maison. Parfois, on est plus connecté qu'on ne veut l'admettre. Ces mots m'ont marqué tandis que je rentrais chez moi dans la fraîche nuit de San Francisco. 3 jours avant le grand pitch, Eva est enfin rentrée alors que je travaillais dans notre bureau à domicile. Elle se tenait sur le pas de la porte, l'air à la fois provocateur et incertain. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit, sa voix manquant de son assurance habituelle. « Je t'écoute. » Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Je n'aurais pas dû dire ça pour ton anniversaire. C'était cruel, et je m'en excuse. Ces mots étaient soigneusement mesurés, comme si elle les avait répétés. De quoi es-tu désolé? Demandai-je en croisant enfin son regard. Tu maudis moi et mon entreprise, ou tu souhaites mon échec? Elle soupira et s'appuya contre l'encadrement de la porte. Marc, tu dois comprendre, cette start-up nous accapare depuis 4 ans. On a repoussé le moment d'avoir des enfants. On a réorganisé notre maison. On se voit à peine. J'en ai assez de vivre au bord du gouffre financier. Alors, ta solution était d'espérer que je m'effondre. C'est du soutien. J'étais en colère et effrayé. Son sang-froid se brisa légèrement. Le mois dernier, quand j'ai vérifié notre compte joint pour payer la taxe foncière, il y avait à peine de quoi la couvrir. Tu sais ce que ça fait? De ne pas savoir si on peut se permettre le nécessaire malgré nos diplômes et nos carrières soi-disant réussies. Je ne pouvais pas le contredire. Notre situation financière était précaire,
et j'avais été loin d'être transparent sur la difficulté de la situation. L'ironie, c'est que, dis-je après un long silence, ton éclat m'a en fait aidé. La présentation était nulle. Je l'ai complètement retravaillée. La curiosité a traversé son visage. Comment ça? Je vais entrer dans cette pièce et faire quelque chose qu'aucun fondateur de start-up ne fait jamais. Je vais être brutalement honnête sur toutes les façons dont nous pourrions échouer. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de sauter du Golden Gate Bridge. C'est inhabituel. C'est soit brillant, soit un suicide professionnel. Je suppose qu'on le saura dans 3 jours. Elle est entrée dans la pièce et s'est assise au bord de mon bureau, plus près qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Montre-moi. J'ai hésité. Sérieux, Marc? Quoi qu'il en soit, je suis toujours un sacré bon avocat qui sait comment pensent les investisseurs. Montre-moi ce que tu prévois. J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle et lui ai expliqué la nouvelle présentation. En parcourant les diapositives, son expression est passée du scepticisme à la surprise, puis à une expression qui ressemblait presque à du respect. Cette stratégie d'atténuation des risques est vraiment impressionnante, a-t-elle admis, désignant une diapositive détaillant la manière dont nous nous adapterions si des changements réglementaires impactaient notre modèle économique principal. La plupart des fondateurs n'envisageraient même pas ces possibilités, et encore moins de plans concrets pour y faire face. Nous avons maintenu une trêve précaire à l'approche du jour du pitch. Eva gardait ses distances, travaillant tard et partant tôt, mais un subtil changement a été observé dans nos interactions. Elle s'est enquise des mises à jour de la présentation. Je l'ai interrogée sur ces cas. Nous avons recommencé à discuter, même si nous évitions soigneusement d'aborder les problèmes plus profonds qui couvaient encore sous la surface. La veille de la présentation, je me suis entraîné dans notre salon jusqu'à 2 heures du matin devant un public de chaises vides. Je me suis ajusté, peaufiné, anticipant chaque question ou objection possible. Lorsque je me suis enfin couché, j'ai été surprise de trouver Eva encore éveillée, les yeux rivés au plafond. « Je ne veux pas que tu échoues », a-t-elle murmuré dans l'obscurité. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Tu aurais pu me duper, répondis-je, trop épuisé pour une autre dispute. Je veux juste qu'on retrouve notre vie. Tu te souviens quand on parlait d'autre chose que de la piste et des taux de combustion? Quand on passait les dimanches à randonner à Marin au lieu de te voir collé à ton ordinateur? Je m'en souvenais. Ces souvenirs semblaient appartenir à des personnes différentes. Maintenant, si demain se passe bien, les choses changeront. Je te le promets, sans vraiment savoir si je mentais. C'est ce que tu as dit après le tour de financement, me rappela-t-elle. Et après la Série A. Elle n'avait pas tort. Je le pense vraiment cette fois, dis-je en lui tendant la main dans l'obscurité. Que nous obtenions le financement ou non, quelque chose doit changer entre nous. Elle me serra brièvement la main avant de la lâcher. On se parle après-demain. Dors un peu. Il faut que tu sois vif. Le matin du pitch, je me suis habillé avec soin, dans mon seul beau costume. Eva était déjà partie travailler, mais elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Bonne chance aujourd'hui. Je le pense vraiment. Ces 5 mots n'auraient pas dû signifier autant, mais ils en avaient. Les bureaux de Meridian Venture occupaient le dernier étage d'une tour rutilante du centre-ville de San Francisco. Mon équipe et moi sommes arrivés tôt et nous sommes installés dans l'intimidante salle de conférence aux baies vitrées surplombant la baie. 5 associés allaient juger notre présentation, dont James Blackwell, un capital risqueur notoirement coriace, connu pour réduire les fondateurs en miettes avec ses questions rapides. Alors que nous nous installions, Blackwell lui-même est entré plus tôt que prévu. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait ou détruit des entreprises avant ma naissance. Monsieur Delaney, a-t-il dit en me tendant la main. J'attendais cette présentation avec impatience. Votre technologie fait beaucoup parler d'elle dans certains cercles. Je lui ai serré la main fermement. Bon ou mauvais buzz? Un sourire s'est dessiné sur son visage. Disons un buzz intéressé. Votre approche de l'adaptation des réseaux neuronaux est unique. La question est de savoir si elle est particulièrement précieuse ou simplement particulièrement complexe. Avant que je puisse répondre, les autres associés ont commencé à entrer, tandis que le dernier prenait place. Blackwell m'a fait un signe de tête. La parole est à vous, monsieur Delaney. C'était le moment. Le moment allait déterminer non seulement l'avenir de Neurock, mais aussi mon mariage. Monsieur Delaney,
a dit Blackwell après de brèves présentations. Nous avons examiné vos documents. Pourquoi ne nous expliquez-vous pas pourquoi nous devrions investir 20 millions de dollars dans Neurock? J'ai pris une grande inspiration et abandonné mon introduction préparée. Je veux commencer par vous expliquer pourquoi vous pourriez ne pas vouloir investir chez nous, ai-je dit. Le silence est revenu dans la salle. Un associé a posé son téléphone et m'a regardé en haussant les sourcils. Nos concurrents ont des positions de marché plus solides. Notre technologie, bien qu'innovante, présente des limites d'application que nous nous efforçons encore de surmonter. Et franchement, si certaines modifications réglementaires en discussion à Washington sont adoptées, nous devrons revoir en profondeur notre stratégie de commercialisation. Blackwell s'est penché en avant, l'air indéchiffrable. C'est une approche inhabituelle, monsieur Delaney. Je crois en la transparence quant aux défis auxquels nous sommes confrontés, ai-je poursuivi. Mais voilà le problème. Nous avons construit Neurock pour qu'il soit antifragile. Nous ne surmontons pas seulement les revers, ils nous rendent plus forts. J'ai entamé la nouvelle partie de notre présentation, décrivant des scénarios spécifiques susceptibles de faire dérailler notre croissance et la manière précise dont nous réagirions à chacun d'eux. J'ai partagé des données réelles issues de nos programmes pilotes, les succès comme les échecs, et la manière dont chaque revers avait amélioré notre technologie de base. La plupart des startups arrivent ici et dressent un tableau où tout se déroule parfaitement comme prévu, ai-je expliqué. Mais nous savons tous que cela n'arrive jamais. La question n'est pas de savoir si nous rencontrerons des obstacles, mais comment nous les gérerons lorsqu'ils surgiront inévitablement. Pendant les 45 minutes qui suivent, je leur présente notre technologie, notre modèle économique et notre stratégie de croissance, mais toujours avec cette honnêteté radicale. Lorsque Blackwell m'a lancé ces fameuses questions, je n'ai ni esquivé. J'ai reconnu les limites et expliqué nos approches pour les surmonter. Votre principal concurrent, Rivaltech, détient déjà une part de marché significative dans le secteur des services financiers, a souligné l'un des associés. Comment comptez-vous vous différencier? En évitant de les concurrencer directement, ai-je répondu. Rivaltech offre d'excellentes solutions pour des applications sectorielles spécifiques. Notre plateforme est conçue pour une intégration fonctionnelle transversale entre les services. À problèmes différents, solutions différentes. Vous semblez presque complimenter votre concurrent, a observé Blackwell en haussant un sourcil. Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'ai reconnu. Nous nous concentrons sur l'excellence dans ce que nous faisons, ce qui est différent. En concluant, l'atmosphère dans la salle était différente de toutes les réunions de présentation que j'avais connues. Ce n'étaient pas des investisseurs qui me regardaient avec scepticisme ou un enthousiasme forcé. Ils étaient impliqués, penchés en avant, hochant la tête d'un air pensif. Une dernière question, monsieur Delaney, a dit Blackwell à la fin de ma présentation. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter cette approche inhabituelle aujourd'hui? J'ai hésité un instant, pensant à la malédiction d'Eva. Une personne très importante pour moi m'a forcé à considérer mon entreprise avec les yeux d'un sceptique, ai-je répondu. C'était douloureux, mais nécessaire. Nous en sommes plus forts. Les associés nous ont demandé de sortir pendant qu'ils discutaient. Mon équipe et moi avons attendu dans une salle d'accueil élégante, trop nerveux pour parler. Au bout de 20 minutes, on nous a semblé attendre 20 heures. On nous a rappelé. Monsieur Delaney, a commencé Blackwell, le visage sérieux. En 15 ans de capital risque, j'ai vu des milliers de pitchs. La plupart suivent le même modèle, projection gonflée, risques minimisés et fondateurs qui agissent comme si leur succès était inévitable. J'ai eu un pincement au cœur. Et voilà le rejet. Votre approche d'aujourd'hui était rafraîchissante. Nous apprécions les fondateurs qui comprennent que reconnaître ses faiblesses n'est pas synonyme de faiblesse. Il a glissé un document sur la table. Nous aimerions vous offrir 25 millions de dollars pour une valorisation de 120 millions. C'est 5 millions de dollars de plus que ce que vous demandiez, car nous pensons que votre stratégie anti-fragilité mérite une marge de manœuvre supplémentaire. Je l'ai regardé avec incrédulité. 25 millions sous certaines conditions, a-t-il ajouté. Nous souhaitons des revues trimestrielles de vos stratégies d'atténuation des risques et nous aimerions faire appel à un directeur des opérations expérimenté pour vous aider à développer vos opérations. C'est tout à fait raisonnable, ai-je réussi à dire, encore en train de digérer la situation. Une dernière chose, a dit Blackwell en se renversant dans son fauteuil. Ce n'est pas dans la feuille de route, mais c'est conseil je souhaite que quelqu'un m'ait donné il y a 30 ans. Ne laissez pas votre entreprise vous coûter votre famille.
J'ai vu trop de fondateurs qui réussissent se retrouver seuls avec rien d'autre que leurs options d'achat d'actions pour l'entreprise. Je l'ai regardé brusquement. Comment pouvait-il savoir? Juste une observation, dit-il avec un léger sourire. Les fondateurs de votre niveau de conduite ont tendance à sacrifier les relations personnelles sur l'autel de la croissance de l'entreprise. Les intelligents découvrent que c'est un faux choix avant qu'il ne soit trop tard. En dehors du bâtiment, mon équipe a éclaté pour célébrer. High fives, câlin et parler de réaliser enfin de réels salaires. J'aurais dû être extatique, mais tout ce à quoi je pouvais penser était Eva. Sa malédiction était devenue une bénédiction. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Doigt sur moi, a annoncé Eden, levant déjà les yeux à proximité sur son téléphone. Vous allez de l'avant, dis-je. J'ai besoin de parler à Eva. Daniel a attiré mon attention et a hoché la tête avec approbation. Allez réparer votre mariage, patron. Nous allons garder le fort. J'ai appelé son bureau, mais son assistante a dit qu'elle était en cours tout l'après-midi. J'ai envoyé un SMS. Nous devons parler. Bonne nouvelle. Dîner ce soir. Sa réponse est venue 1 heure plus tard. Je ne peux pas ce soir. Dépôt préparant demain. La déconnexion était symbolique. Le plus grand moment de ma vie professionnelle. Et ma femme était trop occupée pour en entendre parler. J'ai passé cette nuit à célébrer avec mon équipe, mais mon esprit était ailleurs. Au moment où je suis rentré à la maison, c'était après minuit et Eva était déjà endormie ou faisait semblant d'être. Je me suis éveillé à côté d'elle, me demandant comment nous nous éloignons si loin. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Eva déjà habillée pour le travail, en appliquant du maquillage dans notre salle de bain. Et, dis-je, penchant contre le cadre de la porte. Pouvons-nous parler avant de partir? J'ai une première réunion, a-t-elle répondu, ne détournant pas loin du miroir. Mais oui, nous devrions parler ce soir. Je serai à la maison à 7 heures. Nous avons obtenu le financement, dis-je, ne voulant pas attendre. 25 millions de dollars, 5 de plus que ce que nous avons demandé. Sa main a gelé à mi-chemin. 120 millions signifie pour nous, pour notre avenir. Elle s'arrêta à la porte d'entrée. Ce soir, d'accord, je le promets. Après son départ, je me suis assis sur notre îlot de cuisine en essayant de donner un sens à sa réaction. C'était censé être notre victoire, pas seulement la mienne. Pourquoi a-t-il eu l'impression de conduire un coin plus loin entre nous au lieu de combler l'écart? Dans un moment d'impulsion, je me suis retrouvé au cabinet d'avocat d'Eva au centre-ville. Je n'y avais pas été depuis des mois, peut-être plus. La réceptionniste m'a reconnu et m'a fait signe au bureau d'Eva au 32e étage. Son assistante, un jeune homme avec une expression soigneusement neutre, m'a intercepté dans le couloir. Monsieur Delaney, je ne crois pas que Madame Delaney vous attend. Je suis sûr qu'elle ne l'est pas, j'ai accepté. Mais j'ai besoin de la voir. C'est important. Elle est dans une réunion client en ce moment, a-t-il expliqué. S'excuse. Elle devrait être terminée dans environ 30 minutes si vous souhaitez attendre. J'ai hoché la tête et je me suis assis dans la petite zone d'attente devant son bureau. Depuis là, je pouvais voir les photos encadrées sur son bureau à travers le mur de verre. Notre jour de mariage, un voyage de randonnée en Yosemite, nous deux à son diplôme d'études de droit. Des souvenirs de temps plus heureux conservés comme des insectes et de l'ambre. Lorsque la porte de son bureau s'est ouverte et une cliente en costume coûteuse, Eva m'a repéré immédiatement. Son expression scintillait entre surprise, ennui et quelque chose de plus doux que je ne pouvais pas vraiment identifier. Marc, a-t-elle dit alors que son client partait. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas attendre ce soir, dis-je simplement. Elle soupira et me faisait signe dans son bureau, fermant la porte derrière nous. Ce n'est pas un bon moment. J'ai une autre réunion en 15 minutes. Ensuite, je serai bref, j'ai promis. J'ai pensé à ce que vous avez dit, à propos de la malédiction, de vouloir notre vie, et vous aviez raison. Elle clignait des yeux, ne s'attendait clairement pas à nous attendre à cette ouverture. J'étais. Le financement est une excellente nouvelle pour l'entreprise, mais cela n'a pas d'importance si nous nous perdons au cours du processus. Elle se pencha contre son bureau, les bras croisés de manière protectrice sur sa poitrine. Et qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Parce que nous avons déjà eu des versions de cette conversation, Marc. Cela signifie que j'embauche que le coméridien veut que nous aimerions. Cela signifie que je délègue davantage, travaillant des heures normales.
Cela signifie que nous revisitons la conversation pour bébé. Pas un jour, mais maintenant, son expression est restée gardée. Et lorsque la prochaine crise frappe, lorsque l'entreprise a à nouveau besoin de vous, nous le comprenons ensemble, ai-je dit. Mais pas au détriment de notre mariage. Plus maintenant. Elle a étudié mon visage à la recherche de signes d'insincérité. Qu'est-ce qui a changé en plus des 25 millions de dollars? Vous l'avez fait, j'ai admis. Quand tu m'as maudit, quand tu es sorti, cela m'a forcé à tout regarder différemment. Pas seulement le terrain, mais nous. J'ai réalisé que j'appliquais les mauvaises mesures à notre mariage. Je l'ai traité comme une transaction commerciale. Sacrifice maintenant pour les retours plus tard. Et comment devriez-vous le traiter? Demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement, comme la chose la plus précieuse que j'ai, plus précieuse que toute évaluation de l'entreprise. Ses yeux se remplissaient de larmes, et j'ai senti quelque chose se craquer en moi. Dans ma volonté de prouver son contraire, pour lui montrer que ma start-up n'était pas un échec, j'avais raté le message plus profond qu'elle avait essayé d'envoyer. Notre relation échouait. Je ne veux pas non plus te perdre, dis-je tranquillement. Je ne sais pas comment équilibrer tout. Moi non plus, a-t-elle admis. Mais je sais que je ne veux pas être marié à Neuratek. Je veux être marié avec toi. Son assistant a frappé doucement à la porte. Madame Delaney, votre 3 heures est là. Elle s'essuya rapidement aux yeux. Je serai là. Revenant vers moi, a-t-elle dit. Ce soir, 7 heures. Nous parlerons correctement alors. Je vais cuisiner, j'ai proposé. Un petit sourire traversa son visage. Maintenant, je sais que tu es sérieux. À 6h30 de ce soir-là, j'ai entendu la voiture d'Eva dans l'allée. Plutôt que promis, un bon signe, peut-être. J'avais commandé dans son restaurant préféré et fixé la table de la salle à manger avec notre chine de mariage. Une sorte de paix. Elle est entrée en l'air fatigué mais composé. Quand elle a vu la table, un petit sourire a traversé son visage. Qu'est-ce que tout ça? Je pensais que nous devrions célébrer correctement, dis-je, et parler. Nous nous sommes assis en face des autres dans une formalité maladroite entre nous alors que je servais la nourriture. Pendant quelques minutes, nous avons mangé en silence. Alors, a-t-elle finalement dit, en fixant sa fourche, 25 millions de dollars avec une évaluation de 120, ai-je ajouté. Notre participation vaut environ 60 millions, supposant que tout va comme prévu. Elle acquiesça lentement. Et quel est le plan, Marc? Que se passe-t-il maintenant? Ce n'était pas la question à laquelle je m'attendais. Nous évoluons, embauchons plus de développeurs, élargissons notre clientèle, poussons vers la rentabilité dans les 18 mois. Les investisseurs veulent faire venir un CEO, ce qui est en fait génial car cela signifie que je peux me concentrer davantage sur les produits et moins sur les opérations. Je voulais dire pour nous, a-t-elle précisé. Quel est le plan pour nous? La vraie conversation avait commencé. Nous pouvons enfin respirer, Eva. Rembourser la deuxième hypothèque. Peut-être chercher une plus grande maison. Vous pouvez réduire l'entreprise si vous le vouliez. Où est-ce que vous pensez que cela a été? Elle interrompit, la voix serrée. De l'argent, une plus grande maison. Vous êtes celui qui s'inquiète de nos finances, ai-je souligné. Qui a maudit mon entreprise le jour de mon anniversaire parce que vous étiez fatigué de vivre financièrement à la limite. Elle tressaillit au rappel. Je me suis excusé pour ça. Vous l'avez fait, mais clairement il se passe autre chose ici. Pourquoi n'êtes-vous pas content de ça? Eva repoussa son assiette et me regarda directement. Parce que je ne crois pas que quelque chose changera réellement, Marc. Oui, nous aurons de l'argent, mais aurons-nous un mariage? Pendant 4 ans, il a été juste jusqu'à cette étape ou après ce tour de financement. Maintenant, nous avons le financement, et vous parlez déjà de mise à l'échelle et de nouvelles embauches et des objectifs de rentabilité de 18 mois. C'est des affaires, ai-je dit défensivement. C'est à quoi ressemble la construction d'une entreprise prospère. Et à quoi ressemble la construction d'un mariage réussi? A-t-elle contré? Quand cela attire-t-il la même attention et la même planification stratégique que le Neuroch? La question m'a frappé fort. J'avais été tellement concentré sur la prouvance de son tort sur l'entreprise que je n'avais pas considéré qu'elle pourrait avoir raison pour nous. Je pensais avoir commencé à faire une pause pour récupérer mes pensées. Je pensais que nous construisions ceci ensemble, que le succès de Neurock était notre objectif commun.
C'était au début, a-t-elle admis, sa voix s'adoucissant. J'ai cru en votre vision, Marc. Je le fais toujours. Mais quelque part en cours de route, il a cessé d'être notre rêve et est devenu votre obsession. Je suis devenu une réflexion après coup dans votre vie, quelqu'un qui a été utile pour des conseils juridiques ou une deuxième signature hypothécaire. Ce n'est pas juste, j'ai protesté. Mais même si je l'ai dit, je me demandais si elle avait raison. À quand remonte la dernière fois que nous avons parlé d'avoir des enfants? Elle a demandé. Nous avons convenu de commencer à essayer après le financement de la série A. C'était il y a 18 mois. Je n'avais pas de bonne réponse pour ça. La vérité est, a-t-elle poursuivi, j'ai dit ces choses horribles le jour de votre anniversaire parce que j'avais peur. Pas seulement de l'argent, mais de vous perdre, de se réveiller dans 10 ans à un étranger dont la seule passion est son entreprise. Je suis toujours la même personne que vous vous êtes marié, j'ai insisté. Êtes-vous? Elle a mis au défi. La marque dont je suis tombée amoureuse voulait changer le monde. Oui, mais il voulait aussi une famille. Il a fait du temps pour des randonnées de 3 heures le week-end et des voyages sur la route impromptus sur la côte. À quand remonte la dernière fois que nous avons fait tout cela? Encore une fois, je n'avais pas de réponse. Nous me manquons, dit-elle simplement. L'équipe que nous étions. Ces paroles ont déclenché une mémoire de notre première année de mariage. Nous avons travaillé tard sur notre table à manger. EVA examinant les contrats pendant que je codais. Sans lever les yeux, elle avait atteint la table et avait pris ma main. À quoi ça sert? J'avais demandé. S'assurant juste que nous sommes toujours connectés, elle avait répondu avec un sourire. Même lorsque nous sommes dans nos propres mondes. Quand avions-nous cessé de nous assurer que nous étions encore connectés? Nous me manquons aussi, j'ai admis. Et je veux retrouver notre chemin. Comment? Elle a posé la simple question suspendue entre nous comme un défi. Et si nous traitions notre mariage avec le même engagement que j'ai donné à Neurock? J'ai suggéré, et si nous faisions notre projet prioritaire? Un sourire sceptique traversa son visage. Proposons-vous que nous créons des métriques et des KPI pour notre relation? Pas exactement rageux. Mais peut-être que nous avons besoin de règles de terre. Et la conversation pour bébé, a-t-elle demandé, son expression redevienne sérieuse. Je veux aussi ça, dis-je, réalisant en disant que c'était vrai. Je l'ai repoussé parce que j'avais peur. Peur de la responsabilité. Peur de diviser mon attention encore plus. Mais peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin, quelque chose qui compte plus que les options d'achat d'actions et les mesures d'évaluation. Plus tard dans la nuit, j'ai rencontré le recruteur exécutif que Meridian avait recommandé pour notre recherche de CO. J'étais clair sur ce dont nous avions besoin. Quelqu'un qui pouvait construire des systèmes qui ne nécessitaient pas ma surveillance constante. Surpris mais les listes de priorités ne sont pas intriguées. Visage, dit-elle en m'étudier. Celui que vous obtenez quand vous êtes vraiment présent, ne pas penser à l'entreprise ou à la prochaine réunion ou à un problème de code. Juste ici en ce moment, je lui ai serré la main. Je l'ai manqué aussi. C'était il y a 6 mois. Neurock augmente régulièrement sous la direction de notre nouveau COO, un vétéran de l'industrie qui m'a appris plus sur la délégation que 4 ans de gestion de l'entreprise par moi-même. Eva a réduit ses heures dans l'entreprise, prenant moins de clients, mais restant engagée dans sa carrière. Nous avons commencé à essayer un bébé, bien que nous ne nous mettions pas de pression sur les délais. Hier soir, c'était mon anniversaire à nouveau. Nous avons célébré tranquillement à la maison, nous deux. Quand j'ai fait sauter les bougies, Eva a demandé ce que j'avais souhaité. Rien, je lui ai dit honnêtement. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Elle haussa un sourcil sceptiquement. Le Marc de l'année que j'ai épousé n'a jamais été suffisant. Il a toujours voulu plus. Peut-être qu'il a finalement compris que plus n'est pas toujours mieux, j'ai répondu, la tirant sur mes genoux. Elle m'a alors embrassé, et je savais que même si la malédiction d'Eva aurait pu sauver ma compagnie, c'est son amour qui m'avait sauvé. J'ai des nouvelles, murmura-t-elle contre mes lèvres. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? J'ai demandé. Elle a pris ma main et l'a placée sur son ventre. Cela dépend de ce que vous pensez de changer les couches tout en dirigeant une entreprise de 100 millions de dollars. Mon cœur s'est arrêté, puis a couru. Êtes-vous sûr? Elle hocha la tête, ses yeux brillants. 8 semaines. Je l'ai confirmé hier. C'est-à-dire que j'ai cherché des mots adéquats au moment et je n'en ai trouvé aucun.
Eva, c'est incroyable. Effrayée? Demanda-t-elle en regardant soigneusement mon visage. Terrifiée, admis-je, mais de la meilleure façon possible. Alors que je la tenais près, j'ai réalisé que la malédiction d'Eva avait été exactement ce dont nous avions besoin. Ce qui nous a forcés à affronter nos faiblesses et à construire quelque chose de plus fort des pièces cassées. L'année prochaine, dis-je, la tenant près. Essayons un anniversaire sans aucune malédiction. Elle a ri. Je ne sais pas. Celui-ci s'est finalement passé à la fin.